Salut, c'est Alexis et je te souhaite la bienvenue dans Radio Contournement, le podcast dédié aux technologies no-code. Chaque semaine, je pars à la rencontre des personnes les plus intéressantes qui contribuent à ce phénomène passionnant qu'est le mouvement no-code. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. C'est parti pour le podcast de Contournement. Je ne sais pas quel est le numéro d'épisode, à chaque fois je me trompe, donc maintenant je vais arrêter de les dire au début. Puis je ne les publie pas toujours exactement dans le même ordre. Donc voilà, je suis à Aix-en-Provence, sous la pluie, malheureusement. Et je suis en compagnie d'Anthony, Anthony Manteau, dans les locaux de GoJob. Merci de m'accueillir, des locaux très sympas, un tout petit peu à l'extérieur du centre-ville. Voilà, on a une jolie vue sur la pluie, mais aussi sur les environs. C'est dommage, t'as vraiment pas de chance. Hein. Effectivement. Écoute, c'est pas grave, de toute façon j'étais pas non plus venu que pour ça. Heureusement, je suis même plutôt venu surtout pour te rencontrer et puis voir un petit peu où vous travaillez, parce que mine de rien, GoJob, c'est quand même un des gros exemples qu'on aime bien citer, nous, dans les startups, scale-up, peut-être, je sais pas comment vous présentez, que tu me diras, qui utilisent des outils no-code à un niveau vraiment avancé. Donc voilà, tu as aussi la particularité de faire des formations de temps en temps avec nous, on en est très content, donc ça on pourra en parler un petit peu. Et puis voilà, et une des autres choses dont on va parler, c'est que non seulement vous faites des choses hyper intéressantes, mais en plus que vous les documentez pas mal sur votre blog et tout, et ça c'est chouette parce que il n'y a pas beaucoup de sociétés qui le fait, donc merci pour ça. Anthony, est-ce que tu peux te présenter pour commencer ? Oui, tout à fait. Bonjour Erwan, merci de me... Alexis, c'est pas Alexis, désolé, c'est difficile. Merci de me recevoir dans ton podcast. Du coup, je suis Anthony, je suis Product Builder pour GoJob depuis presque 3 ans maintenant. Mon rôle, il est assez simple, il est de construire des applications, des automatisations, des services, des interfaces à l'aide d'outils no-code. Donc voilà, on travaille principalement en tant que Product Builder au service de nos équipes opérationnelles. Donc chez GoJob, c'est principalement des recruteurs et des consultants. Et c'est un petit passionnant. Tu vas nous dire ce que fait GoJob et tout, comme ça on va mettre le truc. Mais juste pour savoir un petit peu ton parcours, qu'est-ce que tu as fait comme études ? Est-ce que tu as un background de développeur technique ou pas ? Est-ce que tu as des jobs avant ? Oui, alors j'ai un parcours un peu atypique. À la base, j'ai un BTS dans le commerce. Donc à la base, j'ai pas fait énormément d'études. J'ai un bac+2 et j'ai longtemps travaillé dans la grande distribution pendant 4 ou 5 ans. Et après cette expérience, j'ai décidé de reprendre mes études. Donc là, j'ai fait un master en marketing. Et je me suis rendu compte que le marketing, ça ne menait pas là où je voulais aller. Et j'ai fait un bootcamp pour apprendre à coder. Et c'était vraiment un moyen de me mettre un pied dans la tech parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. Et, le wagon ? J'ai fait le wagon, ouais, c'était le wagon. Et je suis tombé un peu par hasard après cette expérience, après ce bootcamp au wagon sur les outils no-code. Et je pense que cette expérience, elle m'a permis de vite comprendre l'intérêt du no-code et de vite monter en compétence sur certains outils. Et j'ai trouvé ça formidable. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai décidé de me former au début un peu tout seul. Ça a été un peu fastidieux parce que c'était il y a plus de 3 ans maintenant. Et en parallèle de cette formation que je faisais par moi-même en regardant sur des forums et YouTube, j'ai trouvé un travail donc, de Product Builder chez GoJob et ça a été un peu une opportunité et un concours de circonstances que ça se fasse comme ça et voilà. Ok, trop bien. Est-ce que j'ai une réaction, ça me fait marrer quand tu dis profil parcours atypique. Oui. Parce que c'est vrai que en fait, à la fois, tu vois, tous les gens que j'ai interviewés, c'est ça que c'est un truc que j'adore dans la communauté no-code, c'est que tous les gens souvent viennent de backgrounds très très différents. Tout à fait. Et en même temps, je crois que j'ai pas eu effectivement de gens qui avaient travaillé dans la grande distrib avant, ou tu vois un peu. Et après le côté, hop, on part dans le marketing, et puis en fait, on revient dans la tech. C'est vrai que c'est pas. Donc même tout. Il y a quand même beaucoup de choses atypiques, et puis c'est des fois atypique dans l'atypisme. Tout à fait. Donc effectivement. Et alors. Première question, parce que tu as employé déjà le mot product builder, c'est un mot qui est de plus en plus utilisé, que moi j'aime que moyen, parce que
il est déjà il est en anglais. Déjà, je trouve ça dommage qu'on n'arrive pas à trouver des noms de métiers autour du no-code en français. Mais bon, ça, c'est pas grave. Ça, c'est notre petite lubie chez Contournement. Mais il y a pas mal de définitions différentes. Oui. Et donc, moi, tu l'as expliqué un petit peu, mais en fait, j'ai envie d'avoir, au-delà de la définition, peut-être un peu ta vision, tu vois, de ce que c'est ce métier. Et aussi peut-être c'est quoi les compétences un peu, tu vois, qu'il faut avoir, tu vois, c'est quoi Je pense que, alors, j'ai dit une bêtise. J'ai été recruté en tant que product builder et je vais utiliser un autre anglicisme, je suis désolé, mais vraiment mon premier poste chez GoJob, c'était no-code maker. Okay. Et en fait, on a vraiment cette distinction entre les deux. Très intéressant. Et en gros, ce qu'on considère comme no-code maker, c'est vraiment quelqu'un qui construit, qui fait du no-code techniquement, donc qui va vraiment être considéré comme une ressource technique, qui va construire des choses, qui va travailler main dans la main avec un PM, donc un product manager, qui va aller faire sa discovery et identifier des sujets, et le no-code maker va juste construire. Implémenter, quoi. Implémenter, il reçoit une tâche à faire, et il l'implémente, quoi. Exactement. Et la vraie différence avec le métier de product builder que je fais aujourd'hui, c'est vraiment c'est vraiment cette dimension produit. Qui fait qu'on ne va pas juste construire quelque chose, on va aller identifier un besoin, une problématique de nos utilisateurs. On va aller concevoir la solution en co-construction avec les utilisateurs ou nous-mêmes un peu par intuition. Et on va même délivrer et onboarder et transmettre l'outil qu'on a construit ou l'automatisation qu'on a construit. On maîtrise vraiment en tant que product builder, je pense, toute la chaîne de valeur de la construction de quelque chose, quoi. Ok, ouais, non, bah c'est... Enfin, voilà, moi je trouve que... Parce qu'on voit maintenant plein d'offres d'emploi, ça a été reconnu comme un métier émergent, ce truc de product builder. Et voilà, je pense que c'est important d'avoir une définition. Et pour moi, ce que tu as dit est hyper important. Il faut qu'il y ait cet aspect produit qui va pas de soi, en fait. Il y a une certaine affinité. Il y a des gens peut-être qui n'ont pas ce truc-là, qui n'ont pas envie de comprendre les besoins, qui ont juste envie d'implémenter, comme on disait, tu vois, un peu le côté plus maker. Pour rebondir sur ce que tu dis, je pense aussi que dans la dimension product builder, c'est bien d'avoir... Enfin, moi, je le ressens comme ça personnellement, mais je ne me suis pas senti à la hauteur d'être un bon product builder en n'ayant pas une compétence technique sur le no-code assez importante pour pouvoir le faire. Je pense qu'il faut avoir des fondations solides techniquement si on veut commencer à bien comprendre les besoins des utilisateurs, trouver les bons outils, parce que la magie du no-code, finalement, c'est qu'on a toute une panoplie d'outils. Faut qu'on fasse notre veille et savoir quels sont les outils les plus pertinents pour tel ou tel besoin. Et il y a vraiment cette dimension où je pense qu'il faut quand même être techniquement robuste pour le faire, quoi. Ouais. Et alors, du coup, est-ce que tu dirais que quelqu'un qui est PM, donc Product Manager, donc les gens qui travaillent sur le produit, peuvent aussi, du coup, s'ils acquièrent ce socle technique, devenir, tu vois, Bien sûr, okay. Je pense. Alors, nous, chez GoJob, je vais commencer à en parler, mais on en parlera sûrement après. On a nos PM qui font du no-code. On leur a fait en interne une formation pendant une semaine où, en gros, on leur a fait des exercices, on leur a donné des ressources et on a vraiment fait ça. Et en fait, à leur échelle, ils sont capables de produire des automatisations pour eux. Et au-delà de produire des automatisations pour eux et pour leur équipe, ils ont cette capacité de plus facilement identifier des sujets no-code en tant que PM et plus facilement dire ça c'est pour le no-code et ça c'est pour nos développeurs traditionnels. Ouais. Effectivement, il faut qu'on pose un peu le contexte de GoJob et qu'on comprenne. Peut-être déjà le premier truc, qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi votre activité ? C'est quoi le produit ? Les produits peut-être Alors GoJob, en vrai, c'est une boîte d'intérim digital. Donc on est une boîte intérim. On est aussi une scale-up, donc qui avons levé des fonds et qui essaie de croître. Voilà. Qui existe depuis 8 ans. On est dans 2 pays, on est en France et aux États-Unis. On travaille aujourd'hui avec 600 000 intérimaires. Okay. On fait 100 millions de chiffres d'affaires et on a une grosse équipe tech. On a une équipe tech, ce qui est une particularité pour une boîte d'intérim. Ouais. Ce qui est le côté start-up puis scale-up maintenant parce que vous prenez... Mais vraiment, la tech, au-delà d'être une entreprise sociale et solidaire, la tech, c'est vraiment dans l'ADN de GoJob et c'est ce qui nous démarque, quoi. Parce que GoJob a l'agrément ESUS quand tu parles d'économie sociale et solidaire. ESS. Ouais, ok. Ouais. Ok.
Ouais, c'est intéressant, je savais pas, mais en même temps ça m'étonne pas parce que la première fois que j'ai entendu parler de GoJob, c'était quand je travaillais à Saint-Plon, qui était aussi dans le SS. Donc, c'est vraiment nos deux caractéristiques. C'est vraiment le côté social. On veut permettre à des personnes qui n'ont pas facilement accès au travail de retrouver de la dignité par le travail. Et on a cette dimension technique. On veut le faire avec de la technique et on essaie de le faire du mieux qu'on peut. Ouais, ok, super intéressant. Et donc, justement, dans cet ADN très tech, à l'origine, donc très dev, j'imagine, c'est quoi la proportion? Combien à peu près d'employés? Combien à peu près de devs? Alors là, je crois qu'on est entre 120 et 130. On a notre équipe technique, elle est composée d'une quarantaine de personnes, donc data, produits, développeurs et no-code. On est 4 product builders aujourd'hui, 4,5, 5. On a énormément de nos développeurs qui font du no-code, de plus en plus. Et en tout, je crois que je l'ai déjà dit, on est entre 120 et 130. Donc le reste. Donc on est sur un tiers de technique, dont principalement des développeurs, de la data. Donc c'est intéressant, mais ça montre quelque chose. Moi, à chaque fois, j'aime bien poser cette question parce que je trouve que la proportion, elle dit quelque chose. C'est-à-dire que, évidemment, vous avez des commerciaux, des gens en communication, etc. Mais quand même, quand tu as un tiers de dev, c'est forcément qu'il y a. Oui. Il y a, c'est le côté digital, numérique, etc. Et n'est pas que un argument marketing, quoi. Forcément, tu le sens, j'imagine. C'est vraiment dans notre ADN et on a... c'est vrai, ça fait partie de nos forces, vraiment, je pense. Ok. Et alors, donc toi, quand tu es arrivé, donc il y a 3 ans, il y avait déjà du no-code. Est-ce que tu sais un petit peu comment c'est arrivé? Alors, le no-code est arrivé un peu avant moi. Donc en gros, c'est arrivé par le produit. Donc c'est un ancien PM de GoJob, qui ne travaille plus ici, qui avait fait le fameux cas d'usage des certifications de sortie pour le Covid. Voilà, en gros, pour aller travailler, il nous fallait une attestation Covid. Voilà. Et nous, on s'est retrouvés du jour au lendemain à devoir générer X attestations Covid pour X travailleurs. Pour les intérimaires. Pour nos intérimaires, voilà, tout à fait. Et du coup, ça a été vraiment le premier cas d'usage no-code. On a réussi à faire des choses formidables en très peu de temps. Et GoJob s'est vite rendu compte de l'intérêt du no-code. Ensuite, ce PM est parti. Thibaut, mon manager... Parce que c'était Florent, non? Florent Isidore, tout à fait, ouais. Que j'ai interviewé, je pense que c'était vers l'épisode 40 ou un truc comme ça, et en fait il avait raconté ça. Exactement, c'est Florent Isidore qui avait fait ça, qui a été remplacé par Thibaut à GoJob, Thibaut Vatrigan, qui est mon manager et qui est notre head of no code. Et qui est une des personnes aussi qui poste pas mal des choses là-dessus, on y reviendra. Ouais, bien toi sûr, aussi, mais tu écris. Tout à fait, c'est exactement ça. Et du coup, c'est Thibaut qui avait décidé de continuer parce qu'il y voyait un intérêt formidable et c'est dans ce cadre-là que j'ai été recruté. Donc, j'ai été vraiment la première ressource full no-code, dédiée au no-code à GoJob. Mais c'est cette histoire donc, d'attestation Covid qui a fait naître l'intérêt et comprendre qu'on pouvait faire des trucs cool, quoi. Et c'est quoi sur quoi ils travaillent les devs, en fait, concrètement? Je veux dire, à l'origine, tu vois, si on part un peu du début, c'est une plateforme, c'est tout, en fait, ce qui permet de gérer les intérimaires. Bien sûr, donc nos développeurs, ils travaillent sur notre back-office. Donc, on a un back-office fait maison. Donc, toute notre équipe technique est basée et travaille au service de ce back-office. Ce back-office, il nous sert à différentes choses. Gérer tout le processus du recrutement d'une personne à sa fin de mission. Donc, l'idée, vraiment, c'est que notre back-office, il a différentes fonctionnalités, mais on a vraiment... on a un produit où nos recruteurs travaillent donc sur des commandes, ils doivent staffer des personnes, donc ils doivent recruter des personnes, ils doivent les sourcer aussi, ils doivent les qualifier. Et en fait, tout notre back-office, à travers des automatisations et différents outils, donc services, nous sert à sourcer, qualifier, contractualiser, payer et répéter inlassablement ce process, quoi. Ok.
Non, c'est hyper intéressant. Donc, il y a un truc un peu principal. Ouais, tout à fait. Et donc, avec du no-code, qu'est-ce que vous faites? Tu vois, les product builders, toi, tu vois, sur quoi? Est-ce que c'est des fonctionnalités à l'intérieur de ça, en complément? Tu vois un peu comment ça s'architecture, quoi. Si on part un peu de la genèse, c'est qu'on s'est retrouvé avec un back-office et avec des opérationnels qui utilisaient tout plein d'outils. Donc, en l'occurrence, on avait des gens sur HubSpot, on avait des gens qui travaillaient, donc nos recruteurs, sur le back-office. Il y avait des personnes qui passaient des appels, ils utilisaient Aircall au quotidien. En fait, on s'est retrouvé avec une espèce de galaxie d'outils qui n'étaient pas interconnectés entre eux. Et le no-code, il est arrivé assez naturellement pour essayer de créer de la cohérence et des liens entre ces différents outils. Donc, vraiment... nous, en tant que product builder, en tant que no-code, on considère que notre expertise, elle n'est pas dans la construction d'applications, mais vraiment dans le côté automatisation. Moi, la première automatisation que j'ai faite, c'était connecter HubSpot à notre back-office. C'est-à-dire qu'on a une équipe commerciale qui va travailler sur des prospects. À partir d'une étape de funnel de prospection, un prospect, il ne va plus être considéré comme tel, mais il va être considéré comme un client. Et ça va aller déclencher une automatisation et nous, on va aller récupérer tout un tas de données à droite à gauche pour créer sur notre back-office la fiche entreprise de ce nouveau client. Okay. Et c'était vraiment notre premier cas d'usage, mais on a fait plein de trucs dans ce sens-là. Ouais. Quoi. Question candide, faussement candide peut-être. Pourquoi c'est pas les devs qui ont fait cette interconnexion? C'est pas les devs parce que je pense que les devs, lorsqu'on priorise des sujets et qu'on réfléchit entre ce que ça va nous coûter, ce que ça va nous apporter, il y a certaines choses, même si ça va nous apporter un gain de temps formidable, qui valent pas le coup d'être fait parce qu'il y a d'autres projets qui sont plus importants. Comme les développeurs de notre équipe, elles se concentraient vraiment sur notre back-office, on s'est retrouvés avec plein de petits projets annexes d'automatisation qui soit servaient qu'une partie de l'équipe et donc qui ne servaient pas à cette personne, soit qui étaient trop décorrélés. Et parce que, deuxième point, finalement, on s'est rendu compte qu'avec le no-code, interconnecter des outils, c'était relativement facile et que ça ne valait pas le coup de rentrer dans un projet dev à part entière, quoi. Okay. Donc il y a vraiment ces deux dimensions. Ouais. Enfin, moi maintenant, ça me paraît évident, mais c'est vrai que je pense que c'est pas toujours le réflexe. Il y a toujours un peu ce truc de... Enfin, je pense que aussi des gens un peu extérieurs, peut-être au monde du no-code, et j'espère qu'il y en a qui écoutent, se disent, quand tu as une équipe technique, voilà, ils peuvent tout faire, quoi. Des développeurs, théoriquement, ils peuvent tout faire. Après, il y a le côté, le temps, etc. Et donc, le no-code est vraiment une solution pour pas juste aller plus vite, tu vois, c'est ce que je trouve intéressant, tu vois, dans ce que tu nous dis, c'est pas juste que ça vous permet d'aller plus vite ou quoi, c'est juste ça permet de faire quelque chose qui sinon n'est pas fait parce qu'il peut pas être priorisé, quoi. Tout à fait. Et puis ça, en termes d'énergie, c'est moins d'énergie de le faire en no-code parce que c'est un bon cas d'usage, quoi. C'est quoi les outils, par exemple, que vous utilisez? Alors, on travaille énormément sur Make, donc principalement, c'est vraiment notre outil principal. Et ensuite, on fait beaucoup de Airtable. Plus récemment, mais on l'a vraiment développé parce qu'on avait beaucoup de besoins, Retool. Ouais, donc vraiment, notre stack, c'est vraiment Airtable quand on veut stocker un peu de données et avoir des équipes opérationnelles qui ont accès facilement à cette donnée. Make pour tout automatiser. Et Retool quand on a besoin de faire des interconnexions et de créer des interfaces qui nécessitent plusieurs connexions différentes. L'une des dimensions importantes, c'est qu'on a un back-office, donc il faut qu'on soit capable d'y récupérer de la donnée et de l'utiliser dans tous nos outils, quoi. Ok. Parce que ce back-office, juste pour les gens éventuellement qui confondraient peut-être un peu entre back-end et back-office, on est d'accord que c'est un produit qui a une face visible, les gens se connectent, les clients, les intérimaires peut-être, vous, le staff, voilà, vous vous connectez dessus, vous avez une interface, mais ça permet de gérer des tâches. Je sais pas comment traduire en français back-office, quoi. C'est tâches administratives, un petit peu l'administration au sens large de l'organisation, quoi. C'est notre outil de gestion opérationnelle. Oui, outil de gestion. Ok, donc voilà. Et après, là-dedans, j'imagine que parce que la question un peu, tu vois, pour parler un petit peu de Retool, qui est un outil dont on parle très peu, finalement. C'est dommage. Et c'est dommage parce que je trouve que c'est un outil qui est extrêmement puissant, alors qui est pas forcément très accessible, mais je serais curieux d'avoir votre avis, tu vois, ton retour et vos usages. Donc c'est un outil qui permet de faire des interfaces. Tout à fait. Et donc vous, des fois, vous avez besoin
parce que peut-être que vous ne voulez pas développer à l'intérieur de ce back-office, je ne sais pas, une page qui présenterait certaines informations, vous utilisez Retool, c'est ça, pour faire une interface ou quelque chose? Alors, c'est exactement ça. En gros, comme tu l'as dit, l'accès à Retool, il n'est pas forcément évident parce qu'il faut savoir coder, il faut savoir faire des requêtes SQL, par exemple. Surtout pas savoir faire des requêtes, non? Pas forcément coder, non? Oui, exact. Et pour le coup, c'est pour ça que c'est un outil que moi, personnellement, j'ai pas adopté tout de suite, parce que du coup, j'ai dû monter en compétence sur le SQL, JavaScript et tout ça. Et en fait, on a commencé à l'utiliser parce qu'on avait besoin de récupérer différentes sources de données. Donc, par exemple, on avait des personnes, des opérationnels qui travaillaient sur Airtable qui avaient besoin de certaines données. On avait besoin de les corréler avec d'autres données de notre back-office pour avoir un dashboard de suivi, par exemple. Et en fait, on s'est rendu compte que Retool, c'était le bon outil parce qu'on n'avait pas besoin forcément de s'occuper de toute la partie front parce que le côté drag and drop, glisser-déposer de Retool fait que c'est relativement facile. Et au début, on faisait vraiment des interfaces un peu externes. En plus, ça nous a permis de lancer des projets rapidement parce que l'une des forces aussi du no-code, c'est de construire vite et d'apprendre. Donc, on a pu itérer rapidement sur ces interfaces. Et aujourd'hui, on a dans notre back-office des pages de notre back-office qui sont des intégrations d'applications Retool. C'est-à-dire qu'on a construit des apports Retool et on les a intégrés dans notre back-office par facilité, quoi. Ça, c'est hyper intéressant. Parce qu'il y a deux trucs. Donc déjà, ça, le fait de se dire, c'est pas, en fait, elles ne vont pas forcément être à l'extérieur du produit. Tout à fait, tu construis ton interface et puis tu peux l'inclure en fait via des embeds, j'imagine, des choses comme ça. Exactement. Et l'autre truc aussi qui est intéressant dans l'usage de Retool, je n'avais pas forcément vu, c'est le côté mélanger des sources de données. C'est le premier cas d'usage qui a émergé. C'est qu'on se retrouvait avec des opérationnels qui travaillaient sur des Google Sheets, un outil de suivi que tout le monde utilise sur Airtable et évidemment notre back-office. Et on avait besoin d'agréger toutes ces données quelque part, mais pas juste agréger, parce que si on fait de l'agrégation, on peut utiliser un outil de data visualisation comme Looker, et en fait, finalement, on fait de la data visualisation, pardon. Mais là, on voulait vraiment aussi pouvoir faire des actions, remplir des formulaires, les données, modifier la donnée, déclencher des endpoints API, ce genre de choses. C'est hyper intéressant. Ouais. Et c'est vrai que tu fais bien de le préciser quand même sur ce côté, parce que en fait au début j'ai dit il y a juste besoin de savoir faire des requêtes, mais pas vraiment, parce qu'en fait quand tu veux utiliser les données dans les composants que tu vas donc glisser déposer, là il y a quand même un peu des choses qui s'apparentent un peu au code, des formules pour accéder au rien que la partie agrégation de différentes sources de données différentes, je vois pas d'autre façon sur Retool qu'avec un peu de JavaScript, quoi. Ouais, non, t'as raison. Et c'est une des raisons du coup pour lesquelles je pense on n'en parle pas beaucoup dans la communauté no-code, c'est que c'est quand même un outil qui est un petit peu hors de portée. Et moi, tous les gens qui m'en parlent, mais ça arrive régulièrement quand même, c'est des développeurs toujours. C'est un des outils préférés de nos développeurs. Ils adorent ça, vraiment. Mais en même temps, ça paraît logique, tu vois, parce que dans le dev, alors il y a les développeurs front-end qui aiment vraiment faire des interfaces, etc. Mais il y a aussi quand même beaucoup de développeurs back-end qui, eux, traditionnellement, pas pour rentrer dans les clichés, mais n'aiment pas trop, par contre, faire des interfaces. Ils aiment faire les choses un peu dans le dur, un peu le code, et donc voilà, et donc eux ça leur pose pas de problème de se dire quand il faut que je fasse une interface, je vais glisser déposer, et puis truc, et puis quand même il y a un peu d'intelligence et tout, quoi. Et je pense que c'est un outil qui a bien séduit les développeurs pour ça, mais c'est cool, c'est un super positionnement, c'est un outil dont on parle pas beaucoup et qui est pourtant très très utilisé, qui est très populaire aux États-Unis, ou plein d'équipes techniques et tout. Mais tout à fait, non, c'est vraiment un super outil. Cool, écoute, c'est très intéressant comme retour d'expérience. Donc Airtable, Make, Retool. Est-ce que tu as d'autres exemples peut-être de choses que toi tu as fait, tu vois, que tu as construit un peu pour qu'on se visualise un petit peu, tu vois, cette notion un peu de petits produits ou de bouts, tu vois, que tu fais, l'outil, le produit, l'automatisation un peu cas d'école, vu qu'on utilise principalement Make pour automatiser. C'est tout simplement le sourcing de nos candidats. Sourcing, donc ça c'est trouver les candidats pertinents pour devenir pour donner un peu les différentes étapes de cette automatisation, donc de sourcing. C'est en fait on a des clients qui vont exprimer des besoins.
Donc nous, on va aller récupérer ces besoins. En fait, besoin, c'est quoi? C'est genre j'ai besoin j'ai besoin de 5 manutentionnaires pour mardi prochain. Ouais. Ça, c'est un besoin d'un de nos clients. Ouais. Et nous, notre rôle, c'est de trouver ces 5 manutentionnaires le plus rapidement possible et de trouver les meilleurs manutentionnaires donc, qui correspondent le mieux aux besoins spécifiques de nos clients, quoi. Et du coup, on a une automatisation de sourcing faite totalement en no-code qui a pour rôle de remplir cette mission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le client qui va exprimer son besoin. GoJob a une intelligence artificielle qui s'appelle Aglaé, donc, qui est une intelligence artificielle qui nous permet de donner un score aux candidats, de scorer nos candidats par rapport à la description d'un besoin, donc par rapport aux informations d'un besoin. En fait, on va être capable de trouver le meilleur candidat par rapport à telle ou telle exigence d'un client. Donc nous, en fait, en tant que no-code, la première étape de notre automatisation, ça va être de récupérer les informations de ce besoin. On va les donner à notre intelligence artificielle qui va aller dans notre base de données récupérer les meilleurs candidats. Donc nous, on va aller définir aussi des volumes de conversion qui vont nous permettre de trouver aussi le bon volume de candidats pour remplir ce besoin. Derrière, ces candidats, on va leur envoyer des SMS. Donc tout est fait en no-code. Donc on récupère le besoin du back-office, on appelle nos services data science, on appelle... sous forme d'API, j'imagine. Sous forme d'API, tout à fait. On appelle notre service d'envoi de SMS. Donc on travaille avec Twilio, nous. Et derrière... les personnes candidatent directement sur les commandes, donc les besoins de nos clients. Okay. Et du coup, on fait ça, tout est en no-code et tout tourne comme ça depuis plus de 2 ans maintenant. Et on a amélioré, on a appris de ce produit et on a beaucoup itéré pour améliorer le ciblage, améliorer les volumes, améliorer la qualité des informations qu'on réceptionne. Et ça, c'est un exemple cas d'école vraiment GoJob de no-code, quoi. Ouais. Et quand tu parles de faisons un petit focus, évidemment, tu vas prononcer le buzzword du moment, intelligence artificielle, on est obligé d'en parler. Non, mais c'est marrant parce que tu vois, quand on a déjeuné tout à l'heure, j'ai remarqué un truc, c'est que tu parlais tout le temps de LLM, tu ne parlais jamais d'intelligence artificielle, ce que je trouve assez juste. Et je pense que c'est pour ça que je fais cette petite aparté. Ça, là, ce dont tu parles, cette intelligence artificielle, est-ce que ça, vous le faites depuis avant cette mode là, bien sûr, ça fait partie de l'ADN tech c'est pour ça que je voulais de GoJob, vraiment. Qu'on en fasse, parce que tu l'as évoqué déjà là dans le podcast, puis on en avait parlé avant, vous avez des équipes de data. Oui. Et tu vois, c'est un truc qui est important. Hier, j'ai déjeuné avec je digresse un petit peu, mais tu vois, ça va revenir. Un ami qui me parlait de Doctrine. Je sais pas si tu connais cette startup, c'est Legal Tech, on dit, je sais pas, c'est ces trucs de génération de contrats, etc. Et en fait, les mecs, ils font de l'IA, mais vraiment de l'IA, pas juste des IA génératives, tu vois, depuis des années, en fait, tu vois, ils ont consommé plein de documents légaux pour en générer, etc. Enfin, en fait, tu vois, ils font ça depuis des années, et quand le buzz de l'IA arrive, en fait, tu vois, eux, ils en parlent pas parce que ils en font déjà depuis longtemps. Et tu vois, je trouve ça intéressant de remettre les choses un peu dans leur contexte, parce que les gens, en ce moment, on parle un peu n'importe comment de ces IA génératives. Tout à fait. Et souvent, donc, ils parlent de LLM, donc c'est le modèle de langage large, je sais pas, bref. Quelque chose comme ça. Je sais pas comment traduire très bien. Bon, ChatGPT, quoi, en gros, raconte, tout le monde comprend. Donc voilà, donc c'est pour ça, je voulais, tu vois, préciser que les gens ne croient pas que là, ce que tu dis, c'est juste un vulgaire, entre guillemets, appel à ChatGPT. Là, vous, c'est des choses où vous avez des data scientists qui travaillent depuis un moment. Tout à fait, on a des data scientists qui travaillent depuis un moment sur cette intelligence artificielle qui s'appelle Aglaé, qu'on entraîne beaucoup sur les CV, les informations de nos candidats pour être... l'idée, c'est pas de tout le temps sortir les top candidats, c'est vraiment d'avoir cette logique vertueuse où on trouve le bon candidat pour le bon besoin. Ouais. Est-ce que... Bon, après, j'allais partir dans des questions un peu, tu sais, parce qu'on parle beaucoup de biais, et notamment sur la question des CV, tu sais, des trucs comme ça où... Pardon. Tu sais, des boîtes... Attends, je vais m'étouffer. Tu sais, des boîtes avaient entraîné avec tous les CV des gens qu'elles avaient recrutés. Oui. Et en fait, en faisant ça, ils ne se rendaient pas compte, ils introduisaient un biais, puisqu'en fait, tous les gens que tu as recrutés, c'est pas forcément... C'était par exemple tous, ils venaient de la même école. Parce qu'en fait, les RH avant, ils avaient ce biais interne, je sais pas, ils aimaient bien certaines écoles. Et donc, leur IA, au lieu d'être un peu intelligente, quelque sorte, elle reproduisait les mêmes biais que les RH. Alors que le but, c'est quand même aussi
j'imagine, d'arriver. Bien sûr. Donc je sais pas si toi, Alors après, je pense que je Ouais, suis c'est pas la les meilleure choses techniques. personne pour en parler parce C'est- qu'on a toute une équipe de data science Ouais. et j'ai pas envie de parler à leur place pour le coup. Mais en vrai, j'ai pas l'impression qu'on ait ce biais parce qu'on a vraiment, comme je te disais, de la dimension sociale et solidaire Ouais. où, par exemple, on a ce qu'on appelle les NEETs qu'on va vouloir mettre en avant. Donc, un NEET, c'est une personne les jeunes, qui est Ouais. un jeune qui est éloigné de l'emploi. Donc, Ouais. on arrive à les identifier aujourd'hui et on arrive à les mettre en avant par rapport à d'autres profils. Et du coup, c'est ça qui nous aide à équilibrer la balance. Et on se rend compte qu'on a des taux d'emploi de ces NEETs qui sont plus importants que les taux de personnes classiques. Quoi. Parce que finalement, c'est un peu ça l'idée, c'est d'avoir des IA qui sont vraiment intelligentes et donc qui n'ont pas de biais, ou en tout cas qui permettent de corriger justement ce que peuvent faire les recruteurs. Bon, c'est vrai que là, on n'est pas dans un podcast d'IA, tout à fait. mais c'est intéressant, mais je voulais juste reparler de ça. Et peut-être qu'à ce moment-là, tant qu'on est là-dedans, parce que vous faites aussi des choses depuis 2 ans avec ces LLM. Tout à fait, ouais. Notamment, il y a des articles que vous avez publiés qui ont pas mal tourné. Est-ce que tu veux nous raconter un peu ça ? Bien sûr. Comme tout le monde, on a été très emballé lorsqu'on a pu mettre les mains dans l'API de ChatGPT. Et du coup, on a commencé un peu naïvement à tester des POC. Et le no-code, c'est donc à faire des expériences, des prototypes. Et le no-code, c'est un terrain de jeu formidable, je trouve, pour tester des cas d'usage liés au LLM, parce que ça nous permet de tester des choses, de vérifier que ça marche pas, d'apprendre. Donc, par exemple, moi, le premier vrai petit exercice que j'avais fait, à l'époque, on avait une problématique qui était assez importante, c'est que quand on réceptionnait le besoin d'un client, c'était souvent de manière déstructurée, il nous envoyait un mail ou il nous envoyait un SMS. Et en fait, c'était difficile de capter de manière fiable les horaires qu'allait faire le candidat qu'on allait devoir trouver, quoi. La personne qu'on allait devoir trouver. Et du coup, moi, naïvement, j'ai commencé à prendre un échantillon assez important de commentaires de la personne fera de telle heure à telle heure, la personne va bosser le matin, le samedi, le vendredi après-midi, il est off. Bref, toutes ces informations qui sont totalement déstructurées. Et j'ai commencé à essayer de construire, à les donner à ChatGPT et à essayer de construire des JSON, donc un prompt qui permet de construire un JSON que notre back-office comprend. Et du coup, du jour au lendemain, on a réussi à stocker dans les commandes de notre back-office les cycles horaires que demandaient nos clients, quoi. Juste pour peut-être traduire la partie de JSON que les gens n'ont pas forcément compris. Mais non, mais c'est hyper intéressant et c'est un super cas d'usage. C'était le premier qu'on a identifié, c'était génial. Des données non structurées. Donc, la personne doit arriver à telle heure et partir à telle heure. Qui dans un autre mail va être écrit la personne doit débuter le matin, machin. Ça, tu lui donnes et tu lui demandes, j'imagine, de savoir heure de début, heure de fin, et ça, de le modéliser dans un objet JSON, donc qui va être un objet informatique, qui va être compréhensible pour toi ensuite quand tu vas l'envoyer à votre back-office. Et là, ça pourra rentrer, puisque évidemment, dans votre back-office, on ne peut pas juste envoyer la phrase, parce qu'informatiquement, il doit arriver à telle heure, machin, on ne peut pas extraire le 8 heures du matin, 8... C'est très... En fait, en gros, là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'avant, on ne pouvait pas travailler avec des données non structurées. Maintenant, on peut. Ouais. Et rien que ça change tout. Ouais. Et ça marche très très bien. Enfin, je veux dire, c'est fou. Franchement, on a plein d'exemples. Et d'ailleurs, à tel point que, tu l'as forcément vu, je crois, si je dis pas de bêtises, dans le module Make, tu peux lui dire maintenant que la sortie de ChatGPT va être du JSON. Oui, tout à fait. Et donc, ça marche vachement bien parce que ça permet d'introduire cette intelligence dans des automatisations et d'exploiter ce qui en sort vraiment, quoi. Parce que sinon, par défaut, ChatGPT, il sort juste du texte. Bien sûr. Alors qu'il peut sortir ce qu'on veut, des CSV, des trucs. Mais l'avantage de le sortir en JSON, c'est que, en fait, quand tu travailles avec des outils d'automatisation, ces outils d'automatisation mettent juste une couche de visuel pour que ces JSON soient plus facilement plus lisibles. Ouais, et en fait, finalement, on ne fait que manipuler du JSON. Et
le fait de demander à ChatGPT de générer un JSON, ça veut dire qu'on rend des sorties de résultats de ChatGPT exploitables dans nos automatisations. Et ça, c'est très cool. Moi, j'incite de toute façon tous les gens à comprendre le JSON, franchement. Et c'est pas du code, c'est pas de la programmation, c'est juste un langage de représentation, comme on dit, de données, mais du coup structuré. Et c'est hyper important de maîtriser ça. En fait, il y a moi je vois plein de gens dans la communauté no-code qui tu vois, il y a une espèce de blocage. C'est genre, comme c'est du texte et qu'il y a des accolades et tout, c'est du code. Non, nous on est là pour du no-code. Oui, c'est du no-code, et comme tu dis, tu l'as très bien dit, Make, par exemple, t'offre une abstraction visuelle de ça, mais il faut savoir qu'en dessous, c'est du JSON, et donc les accolades, c'est des objets, les tableaux, machin. Et moi je suis d'accord. J'aime bien le redire, parce que tu vois, typiquement, on en parlait un peu tout à l'heure quand on déjeunait. Moi, c'est ça que j'aime bien, tu vois, il y a des fondamentaux dans l'informatique moderne, tu vois, le JSON en fait partie, qu'on peut comprendre vachement plus facilement grâce au no-code. Bien sûr. Et il faut le faire, et parce que ça marche dans les deux sens. Une fois qu'on les a compris, on peut s'en servir dans les outils, ça nous donne un usage plus profond. Donc j'arrête ma petite... Non, mais en plus, on a une super formation sur les API où on explique le JSON et tout, mais ça, c'est pas... C'est vrai, je confirme. Mais non, franchement, moi, j'insiste là-dessus parce que je trouve que c'est indispensable, quoi. Tout à fait. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc, un exemple super intéressant. Est-ce que tu as d'autres choses, je sais pas, que tu as envie de... Oui, là, l'un des gros cas d'usage qu'on met en avant, c'est qu'on arrive à traiter aujourd'hui. Donc, c'est plus un POC, c'est quelque chose qui tourne en production et dont on est très fier parce que ça nous permet de générer un certain volume de conversation. C'est d'automatiser les interactions humaines. Donc, entre nos go-jobbers, donc les go-jobbers, c'est nos intérimaires, ouais. et nous. Donc, aujourd'hui, grâce au LLM, on arrive à automatiser un certain nombre d'interactions qui n'étaient pas possibles avant. Et ça permet en l'occurrence de faciliter le travail de nos équipes opérationnelles lorsqu'ils ont besoin de communiquer pour X raisons avec ces go-jobbers. Et ça leur permet aussi de se concentrer du coup sur la partie qualitative de leur travail qui est trouver le bon candidat, passer du temps avec ces bons candidats pour les inciter à prendre le poste ou à juste trouver la bonne personne, quoi. Donc vraiment, c'est grâce au LLM, on a réussi à automatiser partiellement les interactions humaines. Et on change vraiment de paradigme dans notre métier de boîte RH, quoi, en faisant ça. Mais parce que du coup, si je comprends bien, quand tu dis interaction humaine, du coup, là, quelque part, en utilisant les LLM, vous rendez plus humain un peu la partie qui est automatisée. Utilisant les LLM, on rend plus humain les messages que les vous communications, envoyez, les communications et les conversations qu'on a avec nos intérimaires. Mais c'est pas des conversations entre deux humains, du coup? Non. Ok, voilà, c'est ça ce que je voulais connaître. Mais il y a un bout où c'est automatisé, mais du coup, plus humanisé, quoi, en quelque sorte. Tout à fait. Il y a un bout qui est automatisé, et en fait, l'humain aura toujours le dernier mot. Donc, c'est dans notre stratégie d'implémentation de ces LLM conversationnels, finalement. Ouais. L'humain a le contrôle. L'humain voit ce qui se passe et l'humain a toujours le dernier mot. Donc l'idée, c'était pas de remplacer les humains par des LLM parce que de toute façon, c'est pas possible et on peut pas faire confiance. On n'a pas le droit, peut-être qu'on en parlera, mais on n'a pas le droit de faire confiance aux LLM. Mais c'est de permettre à nos équipes opérationnelles de les utiliser pour se faciliter la vie et se concentrer sur ce qui apporte de la valeur. Vous avez eu des mauvaises surprises, des fois, quand tu dis, tu vois, justement, là, tu as l'air de... Il faut pas faire... Je suis 100% d'accord, mais est-ce que, du coup, vous avez eu des exemples où peut-être vous avez été trop confiant En vrai, avec les LLM, c'est très facile d'avoir un effet wow, mais c'est très difficile. On ne peut pas contrôler la sortie de résultats d'un chat GPT, mais... On peut essayer de faire en sorte de limiter les dégâts et d'avoir une bonne visibilité sur ce qui se passe. Donc oui, les mauvaises surprises, on en a eu parce qu'on a fait des tests
Encore une fois, le no-code, c'est génial parce que ça nous permet de faire ce genre de tests. On a fait des tests en interne, on a fait des tests entre nous, on arrivait à avoir des résultats qui étaient assez incroyables. Mais finalement, on se rend compte qu'on peut pas tout faire parce que, en fait, les mauvaises surprises, elles sont qu'on lui donne pas assez d'informations ou pas assez de contexte ou qu'on restreint pas assez le LLM. Et si on ne le fait pas, si on le restreint pas, oui, effectivement, il peut partir dans tout. Il sera jamais mal poli ou ce genre de choses. Oui, mais il peut répondre à côté ou casser le truc magique, comme tu dis. Oui. Et non, mais c'est intéressant de dire ça. Est-ce que tu dirais que, du coup, c'est quand même pas mal lié au prompt? Quand tu dis, par exemple, que pas assez restreint, des choses comme ça, est-ce que c'est parce que tout ça, il faut le mettre dans le prompt qui commande le... Faut pas... Alors... Vraiment, moi j'ai l'impression depuis quelques mois maintenant d'apprendre un deuxième métier. Un deuxième métier non, mais une nouvelle compétence, on va dire. Parce que je sais pas si c'est un métier ou pas, mais c'est vraiment une compétence de savoir construire un bon prompt. Ça sert à rien de lui donner toute la base de données ou trop d'informations de contexte ou tout et n'importe quoi. Être capable de construire le bon prompt dans le bon ordre avec les bonnes données pour avoir le bon résultat, c'est pas facile. Si jamais il y a des gens qui savent pas ce que veut dire prompt, oui, ça me paraît difficile, on a tellement entendu parler, mais bon, c'est jamais. C'est en gros la commande que l'on envoie à ces intelligences artificielles génératives, voilà, le texte, dans lequel on va mettre plein d'informations et où on recommande effectivement de mettre beaucoup de bien spécifier, de donner du contexte, de bien spécifier, éventuellement de restreindre aussi, peut-être pour qu'ils ne partent pas dans tous les sens. Parce que c'est un peu ça aussi le sujet, c'est-à-dire que comme c'est des intelligences artificielles génératives, tu peux lui poser 2 fois la même question, il peut te donner 2 réponses différentes, suivant le prompt, ou tu peux lui poser 100 fois la même question, elle va te donner 99 fois la même réponse, et la 100e peut-être, ça va être ça va pas être la bonne. Ça va pas être la bonne, ou il va s'arrêter en cours de route, au milieu, où il y a plein des choses comme ça, donc... Nous, notre philosophie par rapport à ça, elle est assez claire, c'est qu'en fait, on ne peut pas la contrôler. Et c'est pour ça qu'on peut pas se permettre de lui faire tout de n'importe quelle façon. Mais notre philosophie, c'est vraiment d'avoir les bons outils de monitoring, les bons outils de visualisation pour être capable d'identifier ces déviations. Vraiment, c'est là-dessus qu'on se concentre aujourd'hui chez GoJob. Ok. Alors peut-être que si on a le temps, on arrivera justement sur ces questions un peu de monitoring et tout, où là on va être des choses un peu avancées, mais on a une autre chose, pas mal de choses, là je vois le temps qui file, à aborder. Une première chose, peut-être parce que je l'ai dit un petit peu en introduction, et certaines personnes ont peut-être lu justement, tu vois, un petit peu ces sujets-là que tu viens d'évoquer, parce que vous communiquez pas mal, je trouve. Alors quand je dis communiquer, moi j'aime pas trop ce mot, parce que ça donne l'impression que vous faites de la communication en utilisant ça, mais je trouve que vous documentez pas mal ce que vous faites chez GoJob. Tout à fait. Ce que vous faites bien, peut-être moins bien aussi, des fois, je sais pas, j'ai pas tout lu non plus, j'avoue, mais vous avez un blog où vous partagez des choses, un blog tech, voilà, plusieurs blogs, mais en tout cas, il y a le blog tech aussi, où vous partagez. Et on en a eu un peu par hasard, juste avant qu'on commence l'enregistrement, la confirmation. Ça sert à d'autres personnes de la communauté d'inspiration, puisque moi, je considère que GoJob, voilà, et votre équipe fait partie de l'avant-garde du mouvement no-code, et dans le sens où vous êtes parmi les premiers à avoir un usage dans des tels volumes, etc. Et donc, c'est hyper important que vous le fassiez. Donc, merci de le faire. J'incite les gens à aller le lire. Mais dis-moi, toi, de ton point de vue, tu vois, déjà, pourquoi vous le faites? Qui le fait? Comment? Est-ce que chacun a du temps pour écrire des articles? C'est quoi un peu la politique maison? Alors, personne n'est obligé à rien. Chacun fait vraiment comme il en a envie. Nous, on a de la... Enfin, j'estime qu'on a de la chance chez GoJob parce qu'on a cette capacité et en fait, on nous laisse innover, on nous laisse tester des choses, on nous laisse apprendre. Et on a une équipe tech qui est très, très exigeante et qui nous permet de faire plein de choses. Donc vraiment, c'est... Toute cette dimension d'articles et de choses comme ça, c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on a la passion, parce qu'on a envie de partager et parce qu'on a l'impression et on fait des trucs, on se dit « Ah, c'est cool, franchement, c'est cool ce qu'on fait, j'ai envie de le partager, j'ai envie de faire un article là-dessus. » Donc moi, j'en ai pas fait énormément de ça.
énormément que ça. J'ai fait plus de conférences, de meet-up, de choses comme ça. Aussi, ouais. Ce qui est cool aussi, c'est un autre type d'exercice. Mais effectivement, en fait, on partage quand on estime que ça peut aider tout le monde de partager et quand on a envie de partager, que ce soit les devs ou le no-code, parce que on estime qu'on apporte quelque chose. Donc, on a fait plusieurs articles sur les LLM. Moi, en ce moment, mon petit plaisir, c'est intégrer toutes les pratiques et les outils DevOps au no-code. Donc, on a fait 1 ou 2 conférences là-dessus, mais on n'a pas encore fait j'ai pas encore fait d'article. Mais c'est vraiment, on le fait en bonne intelligence et on le fait quand on est content de ce qu'on fait et quand on a l'impression qu'il faut qu'on le partage parce que ça peut aider d'autres, quoi. Okay. On se nourrit beaucoup de ça, de tous ces articles, de toutes ces choses-là aussi. Ouais. On te laisse le temps, on vous laisse le temps. C'est une question plus technique, mais parce que pourquoi je demande, c'est parce qu'il y a toujours dans toutes les boîtes, moi c'est une question que je pose très souvent, tu vois, toujours dans le podcast, est-ce que vous documentez et tout, et la réponse est quasiment toujours la même. C'est on n'a pas le temps, c'est pas une priorité, etc. Tu vois. Et c'est vrai, c'est un choix de se dire, tu vois, est-ce que toi par exemple, si tu dis je veux écrire un article, on va te laisser 2 heures, tu vois, dans ton planning ou. Si je veux le faire. Ouais. C'est pris en compte. C'est pris en compte dans mon temps de travail. Tout à fait. Tu le fais si tu veux, mais en fait, c'est. Non, et pareil, les meet-up, les événements, c'est pris en compte. Les articles, c'est pris en compte. Là, le moment qu'on passe ensemble, trop bien. C'est pris en compte. Non, bah, ça, c'est cool. Après, bon, ça dépend du contexte des boîtes. J'imagine que GoJob, maintenant, est une boîte bien installée. Et que. Enfin, et encore, je dis ça, mais pour moi, c'est toujours un choix, quoi, et c'est bien que ce choix ça fait de dire parce que tu pourrais passer ce temps à bosser faire encore des nouvelles features ou des nouvelles choses, mais bien sûr, mais c'est pour moi ça a autant d'importance que le temps qu'on nous laisse à innover et moi là où je m'estime vraiment chanceux, au-delà de faire partie d'une équipe technique exigeante qui me permet de monter en compétences dans mon métier, je ne serais pas le product builder que je suis aujourd'hui. Petite dédicace aux développeurs de GoJob, mais je ne serais pas le product builder que je suis aujourd'hui si j'avais pas ces développeurs et ces personnes autour de moi. Vraiment, même les autres product builders de GoJob et les différentes équipes, les différents managers. Mais l'autre force, c'est qu'on nous laisse aussi innover, on nous laisse tester, on nous donne la liberté de le faire et on prend en compte ce qu'on apprend de ces tests et des fois, ça devient des vrais projets. Le no-code a permis de créer des projets fous chez GoJob parce qu'on nous a laissé tester, quoi. Ça, c'est bien, c'est inspirant aussi. Je pense qu'il y a trop de gens qui se disent oui, on n'a pas le temps, mais en fait, le temps, c'est qu'une question de priorité, quoi. Ouais, finalement, quand on l'a et qu'on nous laisse faire, finalement, il nous reste juste notre créativité, quoi. Ouais. Et je pense que, tu vois, il y a plein d'effets positifs externes. Alors, tu me disais, il y a aussi des effets positifs en interne, d'ailleurs, de partager des choses aussi en interne. Oui, tout à fait. Mais tu vois, en externe, moi, je sais que les fois dans ma vie où j'ai cherché des boulots, une des premières choses que j'ai fait, c'est d'aller voir si la boîte, elle avait un blog, elle avait un truc. C'est un truc technique, hein. Enfin, je veux dire, souvent pour les devs, mais enfin, moi, ça m'attire beaucoup plus. J'ai envie de bosser dans une boîte qui fait ça. Parce que ça montre ce qu'on vient de dire. Puis tu peux regarder vraiment ce qu'ils font aussi, parce que tu peux aussi lire le blog et puis dire, bon, en fait, ce qu'ils font, ça m'intéresse pas, mais juste la démarche, tu vois, moi, je la trouve hyper importante, tu vois. Enfin, donc c'est cool, c'est une très bonne image. Je suis sûr que ça joue dans les recrutements aussi. Enfin, bon, ça joue et ça joue aussi sur les gens. Hein. Le fait qu'on nous laisse faire ça nous donne envie de nous dépasser, de rester, d'aller plus loin. Et en fait, c'est positif pour tout le monde, vraiment. Ouais. D'ailleurs, j'ai un message à faire passer, c'est que personne qui écoute n'a le droit d'essayer de débaucher Anthony. C'est vrai. On va formellement... Mais de ce que tu dis, tu es très content de toute façon. Donc oui. Ne le contactez pas pour ça. Pour les raisons que j'ai évoquées, je suis très content. Donc ça, c'est cool. Et on n'a pas été payé pour dire ça. Enfin, toi, oui, mais... non, super. Non, mais bon, voilà, merci. Enfin, voilà, vraiment, ça, c'est un sujet qui m'importe vachement. Passons à un autre sujet qui m'importe évidemment, que des choses que j'ai envie de savoir. Moi, c'est le côté plus, on va dire, Ops. Oui. Et peut-être plus, j'irais même encore un peu plus loin. Donc, vous avez des équipes de gens qui font des automatisations, etc. Donc, pour votre activité. Oui. Est-ce que, je prends un exemple très concret, je ne sais pas, par exemple, donc vous avez des commerciaux. Qui c'est qui aide les commerciaux à s'outiller ?
comment ça marche? Est-ce qu'ils ont le droit de faire aussi des automatisations? Est-ce qu'ils en font? Tu vois, il y a ce mythe un peu du citizen maker. Et des fois, on se rend compte quand même que les outils no-code, en fait, tout le monde ne s'y met pas. Peut-être des fois, c'est qu'une équipe. Et quelle est votre approche un peu là-dessus? Alors, on a la voie traditionnelle qui est, on a nos product managers qui ont leur rôle d'identifier les problématiques et de faire évoluer notre back-office en fonction des besoins de nos opérationnels, de nos commerciaux, en fonction de l'évolution du marché, en fonction de plein de choses. Parce que finalement, dans l'équipe, tout le monde utilise le back-office. Tout le monde utilise. Ouais. Non, aussi, si je prends peut-être un autre exemple, tu vois, je sais pas, les gens qui s'occupent du marketing, de la communication, tu vois. Et là, c'est la voie moins conventionnelle, j'allais y venir. Ok, pardon, donc, je t'ai eu on a la voie conventionnelle comme ça, et la voie non conventionnelle où en gros, aujourd'hui, quelqu'un qui a besoin de s'outiller, qui a besoin de digitaliser son métier, d'automatiser, au départ, il peut pas forcément le faire par lui-même. Et en fait, le no-code lui donne la possibilité aujourd'hui chez GoJob de le faire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est venu assez naturellement parce que moi, en tant que product builder, mon rôle, c'est de partager le no-code, d'expliquer aux gens à quoi ça sert et quelles sont les possibilités. Et on a vraiment cette philosophie chez GoJob de tout le monde peut mettre les mains dans le cambouis, mettre le nez dedans et automatiser des choses pour soi-même ou pour l'équipe. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a besoin de s'outiller, il le fera en faisant appel à nous ou il le fera de manière autonome parce qu'il a la possibilité de le faire parce qu'il veut essayer d'automatiser par lui-même, quoi. Et juste très, très concrètement et pragmatiquement, si on prend l'exemple de Make, n'importe qui dans la boîte peut avoir un compte de base où il faut qu'il demande. Comment tu es sûr qu'ils ne vont pas aller foutre le bordel dans d'autres choses? Est-ce que l'interface de Make permet de bien séparer les choses? Alors aujourd'hui, n'importe qui le demande peut avoir accès à un espace de Make. Donc en gros, on a un compte principal avec plein de sous-comptes pour éviter que qui que ce soit touche à nos automatisations, des choses un peu critiques et stratégiques. Et aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès. Lorsque quelqu'un arrive chez GoJob, il a un onboarding. Donc, il a une petite formation d'1 ou 2 heures où on lui explique ce que c'est le no-code et de manière très proactive, cette personne peut commencer à faire du no-code. On a mis en place un certain nombre de rituels. Donc, chaque équipe, en fait, a un référent no-code. Donc, par exemple, au marketing, on a un référent no-code, quelqu'un qui met un peu le nez dedans, qui comprend un peu ce qui se passe, qui peut automatiser des choses. Et on a mis en place des rituels. Si quelqu'un construit quelque chose, lorsqu'il a fini de le construire, avant de le mettre en prod, avant de cliquer sur le bouton on, il va nous demander à nous, en tant que product builder, de revoir le scénario qui a été construit et de le commenter, de l'aider à s'améliorer. Ces personnes peuvent même demander des sessions de construction ensemble, quoi, de pair programming pour construire ensemble l'automatisation. Donc l'idée, c'est que la personne fasse et que nous, on guide. Et du coup, on a plein de gens comme ça qui montent en compétences, qui savent mettre le nez dans les automatisations, qui savent débugger des automatisations et qui savent en créer aussi. Ok. Super intéressant. Et est-ce que, donc du coup, l'autre question, c'est est-ce que les gens le font? Ils peuvent. Alors j'imagine bien que tout le monde n'est pas là en train de se... C'est peut-être mieux d'ailleurs si tout le monde n'est pas passe pas ses journées à faire des automatisations, ils ont un job aussi, mais est-ce que vous avez des gens un peu qui se sont mis, tu vois, qui ont... Alors honnêtement, ils sont pas tant que ça, mais des gens qui font du no-code toutes les semaines, je vois au moins 1 ou 2 personnes dans chaque équipe le faire. Ouais. Vraiment, même au... je dis même, mais au care, donc tout ce qui est relation support client, tout ça, on a des gens qui en font. Au marketing, évidemment, parce que ça s'y prête bien, nos commerciaux, notre équipe de business excellence opérationnelle, donc data opérationnelle, ils en font. Vraiment, tout le monde met un peu tout le monde... on a des gens qui en font, pas quotidiennement, mais bien toutes les semaines, quoi. Okay. Non, mais c'est cool parce que ça, c'est un truc, je pense, qui est pas... qu'on peut imaginer ou pas, tu vois, vu de l'extérieur. Ok, on sait, GoJob fait du no-code, tu vois, mais utilise des outils no-code, pour dire plus. Mais voilà, c'est toujours cette question, tu vois, de qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ça? Est-ce que les gens, qui... Et évidemment, c'est quand même ça la promesse, quoi, c'est que tout le monde, potentiellement... Tout le monde, vraiment, c'est ce qu'on vend.
Et juste par curiosité, tu vois, parce que Make, c'est quand même un outil qui n'est pas non plus des plus accessibles. Les gens, ils arrivent à s'y mettre. Est-ce que, bon, tu disais, vous les formez un peu, mais est-ce qu'ils découvrent? Est-ce qu'ils demandent justement de le faire à deux? Au début, il y a pas mal de pairs, donc on le fait à deux. Ouais. Mais vraiment, en fait, je pense que l'une des forces aussi de GoJob, c'est qu'on a tellement cet ADN un peu tech que les gens s'y font vite. Même, en fait, les gens s'adaptent vite parce qu'ils ont l'habitude d'avoir des problématiques tech et d'avoir des échanges avec les gens tech. Donc je pense que ça fait aussi l'environnement fait aussi partie du fait que ça marche, peut-être. Ok. Bon, je vais vous vendre nos formations, mais bon, je crois que ça sera pas le cas. Ok, non, bah écoute, ça c'est hyper cool. Attends, je regarde juste l'heure rapidement, on a le temps. Bah écoute, venons justement, j'ai prononcé le mot formation, je fais mes propres transitions, n'importe comment. Donc tu fais un peu de formation? Oui. Avec nous, notamment, peut-être avec d'autres, je sais pas, ou en interne aussi, un petit peu. Pourquoi est-ce que tu fais en dehors de ton boulot un peu des formations? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Qu'est-ce qui t'a motivé au début? Alors, il y a plusieurs dimensions. Il y a déjà cette dimension transmission. Ouais. Où, en fait, je me rappelle au tout début où j'ai commencé à m'intéresser au no-code, et en fait, j'avais l'impression d'être... je me suis très vite dit, oh là là, c'est trop bien, on peut faire des trucs quand même assez ouf, genre c'est stylé. Et j'avais l'impression j'en parlais aux gens et les gens étaient en mode oui, ok, d'accord, tu peux faire un Airtable, ok, c'est comme Excel, ok, pourquoi pas. Mais en fait, on va plus loin. En fait, j'ai cette dimension de transmission où j'ai vraiment envie. En fait, je trouve qu'on peut apporter de la valeur très facilement et très rapidement sans beaucoup d'énergie. Et je pense que ça vaut le coup d'apprendre. Et du coup, j'ai vraiment envie de transmettre, moi, ce que j'ai réussi à apprendre à d'autres avec des fondations qui sont solides, quoi. Parce que finalement, c'est très facile, par exemple, avec un Zapier, d'automatiser quelque chose, mais le comprendre ce qu'on fait, c'est quand même mieux. Ouais. Et en fait, le côté waouh du no-code, il est tellement facile, entre guillemets, que ça vaut le coup de prendre un peu d'énergie. Et moi, ça me plaît de transmettre. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui... Et t'avais de l'expérience? T'avais déjà fait des formations avant pas vraiment, à part en interne. Vraiment. Okay. Ce qui est bon, déjà quand même une petite expérience. Ce qui est déjà mais c'est mal. Quand même pas pareil, non, d'être face à ses collègues. Ce qui est déjà pas facile, hein. Tout le monde n'est pas à l'aise déjà à parler juste devant 5 personnes, quelles qu'elles soient, quoi. Oui. Mais, et après se retrouver devant des inconnus, est-ce que ça c'était... Moi, ça a jamais été vraiment un problème. Okay. C'est quelque chose, j'ai toujours été assez à l'aise avec ça. Il y a toujours eu cette dimension où, en fait, moi, je baigne dans le no-code toute la journée dans une équipe tech, donc j'ai l'impression que quand je parle de no-code, tout le monde parle de no-code parce que tous les gens autour de moi parlent de no-code. Et en fait, quand tu fais ces formations, tu te rends compte que c'est pas vrai, que la vraie vie, il y a les gens, en fait, ils en ont jamais entendu parler avant la semaine dernière. Et en fait, le truc un peu difficile, c'est ça, c'est prendre du recul et se dire, attends, toi, tu parles de LLM et de no-code toute la journée parce que c'est ton métier, mais quand tu es en famille ou avec des amis ou en formation avec des gens qui veulent faire une initiation, c'est pas évident, et du coup, tu as encore plus envie de leur apprendre. Je dis, mais les gars, vous vous rendez pas compte ce que vous allez pouvoir faire? Vous travaillez dans une école, vous travaillez dans telle entreprise, mais là, vous allez pouvoir avoir un outil formidable qui va vous permettre d'automatiser ça. En fait, on peut faire plein de choses, et la transmission et la passion font que c'est génial. Ça sert à tout le monde, quoi, vraiment. Ouais. Non, mais c'est... Enfin, nous, moi, c'est un truc que j'adore et qu'on a un peu, justement, chez Contournement. Je pense que c'est pour ça qu'on aime bien aussi bosser avec toi, ce truc de comme dit Erwan, de jamais présumer, tu vois, de ce que les gens savent dans la salle, tu vois. Et une fois que tu as ça aussi, de se dire, bon, maintenant, il faut expliquer à celui qui comprend le moins bien dans la salle. Bien sûr. Voilà, et puis c'est pas juste pas laisser les gens en galère et tout. Et donc ça, c'est un sacré challenge, quoi. Est-ce que tu as trouvé ça dur au début, ou est-ce que dès le début, en fait, tu t'es dit... T'es pas venu avec des a priori, tu vois. Enfin, tu t'es dit, bon, ok, les gens vont être débutants, donc je vais leur parler. Ce truc de trouver un peu le niveau. Ce que j'ai trouvé peut-être dur, c'est
C'est vraiment le fait de transmettre correctement, parce que on échange là, il y a beaucoup d'anglicisme, il y a beaucoup de... En fait, on va dire les choses d'une façon qui n'est pas naturelle, qui n'est pas évidente pour les gens. Donc en fait, il y a un vrai effort de vulgarisation, j'ai envie de dire. C'est peut-être ça qui m'a demandé le plus d'efforts. Okay. C'est important de vulgariser parce que le no-code, finalement, c'est de la vulgarisation de tech, et je pense qu'on dit que ça peut être accessible à tous, donc faut vraiment faire cet effort de vulgarisation tout le temps. Il faut en avoir envie aussi. Donc ça, oui. Oui. Ok, non, écoute, c'est hyper cool. Enfin, en tout cas, voilà, et j'espère aussi, j'avais envie qu'on en parle, même si c'est rapidement aussi, peut-être pour que ça inspire un petit peu des gens, s'il y a des gens qui écoutent et qui sont... tu vois, en fait, ce qui est génial, tu vois, avec des profils comme le tien, c'est que tu fais du no-code au quotidien, dans un contexte un peu intéressant, où tu pousses un peu, tu vas vous documenter, enfin, tout ce qu'on a dit. Et ça, c'est super pour les formations, parce que les gens qui sont formés, ils ont en face d'eux quelqu'un, pas un mec qui raconte la même chose, tu sais, comme les formateurs Excel à l'ancienne, les mecs qui viennent, leur petite attaché caisse et qui te ressortent bon, c'est un peu les clichés, mais ça existe dans la formation, malheureusement. Oui. Et nous, c'est vrai qu'on aime bien aussi avoir des gens qui sont sur le terrain, tu vois, parce que même nous, des fois, on est tellement dans nos trucs de formation que on ne forme pas sur 12 000 outils, on est très focus sur certains outils qu'on utilise nous-mêmes pour nous, mais tu vois, moi, j'ai pas du tout l'expérience que tu as avec Make. Bon, c'est pour ça qu'on travaille avec Lilian aussi sur la formation en ligne. Mais voilà, tu vois, ce truc, ça, c'est hyper important. Par contre, ce qui est difficile pour nous, c'est qu'on n'a pas toujours... C'est difficile aussi de trouver des gens qui ont envie, déjà. Parce que des fois, quand tu as un job où tu vois, t'as pas forcément envie de dire, bon, je vais faire un truc en plus, d'aller devant des gens, leur expliquer. Et puis, tout le monde ne sait pas le faire. Tout le monde n'a pas ce truc d'arriver à vulgariser, tu vois, tout ce que tu as un peu décrit. Mais par contre, je pense que ça s'apprend aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui en ont envie, c'est le plus important. Et après... d'une formation à l'autre, on s'améliore. C'est pareil pour tout le monde, quoi. C'est pas inné aussi d'expliquer un concept à quelqu'un, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, et il y a vraiment cette dimension de cette histoire de passion aussi qui fait que t'as envie, quoi. T'as envie de transmettre, t'as envie de partager, t'as envie que la communauté grossisse, que le truc grossisse, que ça soit normal de parler de no-code et qu'on ne dise pas « c'est quoi le no-code ?» Qu'est-ce que c'est ? Ah non, c'est clair, non, mais ça participe aussi un peu à l'évangélisation et un peu à la démystification, j'ai envie de dire. Tout à fait. Soit les gens, souvent déjà, ils n'ont jamais entendu parler des outils là, qu'on a évoqués, ils ne savent pas aussi qu'on peut faire certaines choses, et puis ou alors sinon il y a un peu des fantasmes de ah oui, c'est facile, c'est machin, parce qu'il y a des gens, tu vois, on va pas les citer, mais on a des concurrents qui passent leur journée sur Instagram à dire oui, le no-code c'est facile, tu vas devenir riche avec et tout. Tu vois. Puis les gens, ils arrivent dans les outils, un outil comme Make, tu ne vas pas devenir riche demain parce que déjà, il va falloir se creuser un peu la tête, quoi. Il va falloir être bien formé pour pouvoir aller commencer à en faire, tu vois. Et donc des fois, nous, il y a aussi cet effet. Les gens ils disent on m'a dit que c'était facile, je suis arrivé, j'ai rien compris, tu vois. Bah oui, mais bon, c'est pas facile, il faut avoir un peu de... C'est le côté superficiel des réseaux et de tout ça. Ouais, c'est clair. Bon, on pourra rien faire contre ça, hein, mais c'est vrai que du coup, ça passe aussi par tomber sur des bons formateurs qui vont bien accompagner, tout ça. Donc c'est hyper important. Écoute... Trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres outils que vous utilisez ? Non, attends, je retire ma question. On a déjà bien parlé d'outils. Non, mais j'ai un dernier truc, peut-être, parce que c'est un truc dont j'ai parlé aussi là, il y a quelques jours et dont on parlait juste avant, le côté code et no-code, la coexistence, un petit peu de ça. Tu t'en as parlé un peu au début, tu vois, mais peut-être pour finir là-dessus, vous, aujourd'hui, c'est un truc où vous arrivez assez facilement à savoir... il y a une question un peu qu'est-ce qui est codé, qu'est-ce qui n'est pas codé, et que tout ça communique bien ensemble, c'est-à-dire que les devs prennent bien en compte aussi ça, tu vois, est-ce que c'est fluide, est-ce que c'est devenu, est-ce que ça l'a toujours été, Ça l'a pas été au début, on a appris à travailler ensemble. Est-ce qu'il y avait de la résistance, est-ce qu'il y avait des gens dans l'équipe qui disaient ouais non, le no-code c'est dur? Chez GoJob, j'ai énormément de chance parce que vraiment, il n'y en a pas eu. Ouais. En fait, j'ai pu discuter avec d'autres développeurs qui ont tout de suite voulu mettre en opposition le no-code et le code. Sauf que, non, en fait, il n'y a pas d'opposition. Il y a juste des cas d'usage qui sont différents, qui sont soit propices au no-code, soit propices au code, soit propices aux deux. Et nous, on a appris à travailler ensemble. Moi, en tant que product builder, comme n'importe quelle ressource dev, même si j'ai cette casquette un peu produit,
Je suis intégré à une squad, je suis intégré à une équipe, je fais des rituels avec cette équipe, les daily, les petites réunions du matin. Et on a appris à travailler ensemble, on a appris à interconnecter nos outils de manière intelligente en utilisant des technologies. On va pas rentrer, on pourrait faire un autre podcast. Mais oui, on a vraiment appris à travailler ensemble, et en termes d'outils, en termes de méthodologie, en termes de façon de faire, ça a vraiment été un long travail, et on est encore en train d'apprendre vraiment là-dessus. Et aujourd'hui, c'est devenu assez naturel, vraiment, et ça fait plaisir. Trop bien. Et écoute, mais on fera peut-être un autre épisode ensemble, parce que tu vois, tu m'as donné une idée sur ce côté DevOps qui moi m'intéresse beaucoup. Puis il y a d'autres gens, tu vois, dans la communauté. On a Benjamin qui travaille lui dans ce monde-là, mais côté vrai DevOps, tu vois, côté dev, etc. Et je pense que je me dis qu'il peut y avoir un truc chouette à faire un petit peu justement voir comment toutes ces pratiques, etc. peuvent venir dans le monde du no-code. Donc voilà, comme de toute façon on doit s'arrêter là malheureusement pour que j'aille prendre mon train, et voilà, on fera un autre épisode, mais franchement c'était passionnant, merci beaucoup. Où est-ce que les gens, alors je mettrai les liens évidemment vers le blog de GoJob, etc. Toi, c'est où le bon endroit pour te contacter? À part, pas pour te débaucher, hein, évidemment, mais pour te contacter. Je suis que sur LinkedIn, je crois. Ok, c'est déjà très bien. Voilà. Mais est-ce que c'est ok que les gens te oui, contactent? Il y a vraiment zéro problème. J'essaie de répondre au mieux. Je ne suis pas très actif, mais je suis relativement... Tu es sur le Slack de No-Code France? Oui, bien sûr. Ouais, j'y suis, bien évidemment. Mais tu disais que tu n'es pas très actif, mais tu es inscrit quand même. Donc ouais, je suis inscrit, là-bas, bien sûr. Yes. Trop bien. Et merci pour ton temps, Anthony. Merci beaucoup, Alexis, de m'avoir reçu. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu entends ce message, c'est vraiment que tu es allé jusqu'au bout de l'épisode, et certains sont très longs, donc vraiment je t'en remercie. Il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne semaine en attendant le prochain épisode. Si jamais tu veux être sûr de ne pas le rater, je te recommande de t'abonner dans ton outil de podcast préféré. Et si vraiment ça t'a plu, mais genre vraiment, et que tu as envie de me faire plaisir, n'hésite pas à envoyer cet épisode à 2 personnes à qui tu penses que ça peut l'intéresser. Même déjà une, ça sera très bien. Je dis 2 pour copier le fameux gimmick de Génération Do It Yourself. Allez, à bientôt.